Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Émile Zola que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de La Terre, donc un de ces romans qui constituent la célèbre saga des Rougon-Macquart. En l'occurrence, ici, Zola a décidé de s'attaquer à l'univers paysan, donc sous le Second Empire. Nous en sommes au chapitre 5 de la première partie de cet ouvrage. Nous sommes en pleine veillée dans une ferme où les paysans se sont rassemblés près des vaches pour profiter de la chaleur qui émane de leur corps. Il raconte l'histoire d'un paysan qui s'appelle Jacques Bonhomme et dont on lit apparemment les malheurs. Alors quand il souffrait trop, Jacques Bonhomme se révoltait. Il avait derrière lui des siècles de peur et de résignation. Les épaules durcies au cou, le cœur si écrasé qu'il ne sentait pas sa bassesse. On pouvait le frapper longtemps, l'affamer, lui voler tout, sans qu'il sortît de sa prudence, de cet abêtissement où il roulait des choses confuses, ignorées de lui-même. Et cela jusqu'à une dernière injustice, une souffrance dernière qui le faisait tout d'un coup sauter à la gorge de ses maîtres comme un animal domestique, trop battu et enragé. Toujours, de siècle en siècle, la même exaspération éclate, la jacquerie arme les laboureurs de leurs fourches et de leurs faux quand il ne leur reste qu'à mourir. Ils ont été les bagaudes chrétiens de la Gaule, les pastoureaux du temps des croisades, plus tard les croquants et les nu-pieds courants sus aux nobles et aux soldats du roi. Après 400 ans, le cri de douleur et de colère des Jacques, passant encore à travers les champs dévastés, va faire trembler les maîtres au fond des châteaux. S'ils se fâchaient une fois de plus, eux qui sont le nombre, s'ils réclamaient enfin leur part de jouissance. Et la vision ancienne galope de grands diables dominus en guenilles, fous de brutalité et de désirs ruinants, exterminants comme on les a ruinés et exterminés, violant à leur tour les femmes des autres. Calme tes colères, homme des champs, poursuivait Jean de son air doux et appliqué, car l'heure de ton triomphe sonnera bientôt au cadran de l'histoire. Buteau avait eu son haussement brusque d'épaule. Belle affaire de se révolter. Oui, pour que les gendarmes vous ramassent, tous d'ailleurs depuis que le petit livre comptait les rébellions de leurs ancêtres, écourtaient les yeux baissés sans hasarder un geste, pris de méfiance bien qu'ils fussent entre eux. C'étaient des choses dont on ne devait pas causer tout haut. Personne n'avait besoin de savoir ce qu'il pensait là-dessus. Jésus-Christ avait voulu interrompre pour crier qu'il tordrait le cou de plusieurs à la prochaine. Bécu déclara violemment que tous les républicains étaient des cochons et il fallait que Fouan leur imposât silence, solennel, d'une gravité triste, en vieil homme qui en connaît long, mais qui ne veut rien dire. La grande, tandis que les autres femmes semblaient s'intéresser de plus près à leur tricot, lâcha cette sentence. Ce qu'on a, on le garde, sans que cela parût se rapporter à la lecture. Seule Françoise, son ouvrage tombé sur les genoux, regardait Caporal, étonnée de ce qu'il lisait sans faute et si longtemps. « Ah mon Dieu, répéta Rose en soupirant plus fort. Mais le ton du livre changeait, il devenait lyrique, et des phrases célébraient la Révolution. C'est là que Jacques Bonhomme triomphait, dans l'apothéose de 89. Après la prise de la Bastille, pendant que les paysans brûlaient les châteaux, la nuit du 4 août avait légalisé les conquêtes des siècles en reconnaissant la liberté humaine et l'égalité civile. En une nuit, le laboureur était devenu l'égal du Seigneur qui, en vertu de parchemin, buvait sa sueur et dévorait le fruit de ses veilles. Abolition de la qualité de serf, de tous les privilèges de la noblesse, des justices ecclésiastiques et seigneuriales, rachat en argent des anciens droits, égalité des impôts, admission de tous les citoyens à tous les emplois civils et militaires. Et la liste continuait.
Les mots de cette vie semblaient disparaître un à un. C'était l'hosanna d'un nouvel âge d'or s'ouvrant pour le laboureur, qu'une page entière flagornait en l'appelant le roi et le nourricier du monde. Lui seul importait. Il fallait s'agenouiller devant la sainte charrue. Puis les horreurs de 93 étaient stigmatisées en termes brûlants, et le livre entamait un éloge outré de Napoléon, l'enfant de la Révolution, qui avait su la tirer des ornières de la licence pour faire le bonheur des campagnes. Ça c'est vrai, lança Bécu, pendant que j'en tournais la dernière page. Oui, c'est vrai, dit le père Fouan. Il y a eu du bon temps tout de même dans ma jeunesse. Moi qui vous parle, j'ai vu Napoléon une fois à Chartres. J'avais 20 ans. On était libre, on avait la terre, ça sentait si bon. Je me souviens que mon père un jour disait qu'il semait des sous et qu'il récoltait des écus. Puis, on a eu Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe. Ça marchait toujours, on mangeait, on ne pouvait pas se plaindre. Et voici Napoléon III aujourd'hui, et ça n'allait pas encore trop mal jusqu'à l'année dernière. Seulement, il voulut garder le reste, mais les mots lui échappaient. Seulement, qu'est-ce que ça a foutu? Qu'est-ce que ça nous a foutu? Leur liberté, leur égalité à Rose et à moi, est-ce que nous en sommes plus gras après nous être esquintés pendant 50 ans? Alors, en quelques mots lents et pénibles, il résuma inconsciemment toute cette histoire. La terre si longtemps cultivée pour le Seigneur, sous le bâton et dans la nudité de l'esclave qui n'a rien à lui, pas même sa peau. La terre fécondée de son effort, passionnément aimé et désiré pendant cette intimité chaude de chaque heure, comme la femme d'un autre que l'on soigne, que l'on étreint et que l'on ne peut posséder. La terre, après des siècles de ce tourment de concupiscence, obtenue enfin, conquise, devenue sa chose, sa jouissance, l'unique source de sa vie. Et ce désir séculaire, cette possession de sans cesse reculer, expliquer son amour pour son champ, sa passion de la terre, du plus de terre possible, de la motte grasse qu'on touche, qu'on pèse au creux de la main. Combien pourtant elle était indifférente et ingrate, la terre. On avait beau l'adorer, elle ne s'échauffait pas, ne produisait pas un grain de plus. De trop fortes pluies pourrissaient les semences, des coups de grêle hachaient le blé en herbe, un vent de foudre versait les tiges, 2 fois de sécheresse maigrissait les épis. Et c'étaient encore les insectes qui rongent, les froids qui tuent, des maladies sur le bétail, des lèpres de mauvaises plantes mangeant le sol. Tout devenait une cause de ruine, la lutte restait quotidienne, au hasard de l'ignorance en continuelle alerte. Certes, lui ne s'était pas épargné tapant des 2 poings furieux de voir que le travail ne suffisait pas. Il y avait desséché les muscles de son corps. Il s'était donné tout entier à la terre qui, après l'avoir à peine nourri, le laissait misérable, inassouvi, honteux d'impatience, sénile, et passé au bras d'un autre mal, sans pitié même pour ses pauvres os qu'elle attendait. Et voilà, continua le père, on est jeune, on se décarcasse, et quand on est parvenu bien difficilement à joindre les 2 bouts, on est vieux, il faut partir. N'est-ce pas, Rose? La mère hocha sa tête tremblante. Ah oui, bon sang. Elle avait travaillé, elle aussi, plus qu'un homme, bien sûr. Levée avant les autres, faisant la soupe, balayant récurrent les reins cassés par 1000 soins, les vaches, le cochon, le pétrin, toujours couché la dernière. Pour n'en être pas crevée, il fallait qu'elle fût solide. Et c'était sa seule récompense, d'avoir vécu. On n'amassait que des rides, bien heureux encore lorsque, après avoir coupé des liards en 4, s'être couché sans lumière et contenté de pain et d'eau, on gardait de quoi ne pas mourir de faim dans ces vieux jours. Tout de même, reprit Fouan, il ne faut pas nous plaindre. Je me suis laissé compter qu'il y a des pays où la terre donne un mal de chien, ainsi dans le Perche ils n'ont que des cailloux. En Beauce, elle est douce encore, elle ne demande qu'un bon travail suivi. Seulement, ça se gâte, elle devient pour sûr moins fertile des champs où l'on récoltait 20 hectolitres n'en rapporte aujourd'hui que 15. Et le prix de l'hectolitre diminue depuis 1 an. On raconte qu'il arrive du blé de chez les sauvages. C'est quelque chose de mauvais qui commence.
une crise comme ils disent. Est-ce que le malheur est jamais fini? Ça ne met pas de viande dans la marmite, n'est-ce pas? Leur suffrage universel. Le foncier nous casse les épaules, on nous prend toujours nos enfants pour la guerre. Allez, on a beau faire des révolutions, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et le paysan reste le paysan. Jean, qui était méthodique, attendait pour achever sa lecture. Le silence étant retombé, il lut doucement. Heureux laboureur, ne quitte pas le village pour la ville où il te faudrait tout acheter, le lait, la viande et les légumes, où tu dépenserais toujours au-delà du nécessaire à cause des occasions. N'as-tu pas au village de l'air et du soleil, un travail sain, des plaisirs honnêtes? La vie des champs n'a point son égal. Tu possèdes le vrai bonheur, loin des lambris dorés. Et la preuve, c'est que les ouvriers des villes viennent se régaler à la campagne, de même que les bourgeois n'ont qu'un rêve, se retirer près de toi, cueillir des fleurs, manger tes fruits aux arbres, faire des cabrioles sur le gazon. Dis-toi bien, Jacques Bonhomme, que l'argent est une chimère. Si tu as la paix du cœur, ta fortune est faite. Sa voix s'était altérée. Il dut contenir une émotion de gros garçon tendre grandi dans les villes et dont les idées de félicité champêtre remuaient l'âme. Les autres restèrent mornes, les femmes pliées sur leurs aiguilles, les hommes tassés, la face durcie. Est-ce que le livre se moquait d'eux? L'argent seul était bon et il crevait de misère. Puis, comme ce silence lourd de souffrance et de rancune le gênait, le jeune homme se permit une réflexion sage. Tout de même, ça irait mieux peut-être avec l'instruction. Si l'on était si malheureux autrefois, c'était qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait un peu et ça va moins mal, assurément. Alors, il faudrait savoir tout à fait, avoir des écoles pour apprendre à cultiver. Mais Fouan l'interrompit violemment, en vieillard obstiné dans la routine. Fichez-nous donc la paix avec votre science. Plus on en sait, moins ça marche, puisque je vous dis qu'il y a 50 ans, la terre rapportait davantage. Ça la fâche qu'on la tourmente. Elle ne donne jamais ce qu'elle veut. Elle ne donne jamais que ce qu'elle veut, pardon. La matine. Et voyez si monsieur Hourdequin n'a pas mangé de l'argent gros comme lui à se fourrer dans les inventions nouvelles. Non. Non, c'est foutu, le paysan reste le paysan. 10 heures sonnaient. Et à ce mot qui concluait avec la rudesse d'un coup de hache, Rose alla chercher un pot de châtaigne qu'elle avait laissé dans les cendres chaudes de la cuisine. Le régal obligé du soir de la Toussaint. Même elle rapporta 2 litres de vin blanc pour que la fête fût complète. Dès lors, on oublia les histoires. La gaieté monta. Les ongles et les dents travaillèrent à tirer de leurs cosses les châtaignes bouillies fumant encore. La grande avait englouti tout de suite sa part dans sa poche parce qu'elle mangeait moins vite. Bécu et Jésus-Christ les avalaient sans les éplucher en se les lançant de loin au fond de la bouche, tandis que Palmyre, enhardie, mettait à les nettoyer un soin extrême, puis en gavait Hilarion comme une volaille. Quant aux enfants, ils faisaient du boudin. La trouille piquait la châtaigne avec une dent, puis la pressait pour en tirer un jet mince que Delphin et Nénès léchaient ensuite. C'était très bon. Lise et Françoise se décidèrent à en faire aussi. On moucha la chandelle une dernière fois, on trinqua à la bonne amitié de tous les assistants. La chaleur avait augmenté, une vapeur rousse montait du purin de la litière. Le grillon chantait plus fort, dans les grandes ombres mouvantes des poutres. Et pour que les vaches fussent du régal, on leur donnait les causes, qu'elles broyaient d'un gros bruit régulier et doux. À la demie de 10 heures, le départ commença. D'abord, ce fut Fanny qui emmena Nénès, puis Jésus-Christ et Bécu sortirent en se querellant, repris d'ivresse dans le froid du dehors.
Et l'on entendit la trouille et Delphin, chacun soutenant son père, le poussant, le remettant dans le droit chemin comme une bête rétive qui ne connaît plus l'écurie. À chaque battement de la porte, un souffle glacial venait de la route, blanche de neige. Mais la grande ne se pressait point, nouait son mouchoir autour de son cou, enfilait ses mitaines. Elle n'eut pas un regard pour Palmyre et Hilarion qui s'échappèrent peureusement secoués d'un frisson sous leur guenille. Enfin, elle s'en alla. Elle rentra chez elle à côté avec le coup sourd du battant violemment refermé. Et il ne resta que Françoise et Lise. Dites donc, caporal, demanda Fouan, vous les accompagnerez en retournant à la ferme, n'est-ce pas? C'est votre chemin. Jean accepta d'un signe pendant que les deux filles se couvraient la tête de leur fichu. Buteau s'était levé et il marchait d'un bout à l'autre de l'étable, la face dure, d'un pas inquiet et songeur. Il n'avait plus parlé depuis la lecture, comme possédé par ce que le livre disait. Ces histoires de la terre si rudement conquise. Pourquoi ne pas la voir toute? Un partage qui devenait insupportable. Et c'était d'autres choses encore, des choses confuses qui se battaient dans son crâne épais. De la colère, de l'orgueil, l'entêtement de ne pas revenir sur ce qu'il avait dit, le désir exaspéré du mal voulant et ne voulant pas, dans la crainte d'être dupé. Brusquement, il se décida. Je monte me coucher. Adieu. Comment ça, adieu? Oui, je partirai pour la chamade avant le jour. Adieu si je ne vous revois pas. Le père et la mère, côte à côte, s'étaient plantés devant lui. Eh bien, et ta part, demanda Fouan. L'acceptes-tu? Buteau marcha jusqu'à la porte, puis se retournant. Non. Tout le corps du vieux paysan trembla. Il se grandit. Il eut un dernier éclat de l'antique autorité. C'est bon, tu es un mauvais fils. Je vais donner leur part à ton frère et à ta sœur. Et je leur louerai la tienne, et quand je mourrai, je m'arrangerai pour qu'ils la gardent. Tu n'auras rien, va-t'en. Buteau ne broncha pas, dans son attitude raidie. Alors, Rose, à son tour, essaya de l'attendrir. Mais on t'aime autant que les autres, imbécile. Tu boudes contre ton ventre, accepte. Non. Et il disparut. Il monta se coucher. Dehors, Lise et Françoise, encore saisies de cette scène, firent quelques pas en silence. Elles s'étaient reprises à la taille. Elles se confondaient toutes noires dans le bleuissement nocturne de la neige. Mais Jean, qui les suivait, également silencieux, les entendit bientôt pleurer. Il voulut leur rendre courage. Voyons, il réfléchira et il dira oui demain. Ah, vous ne le connaissez pas, s'écria Lise. Il se ferait plutôt hacher que de céder. Non, non, c'est fini. Puis, d'une voix désespérée, qu'est-ce que je vais donc en faire de son enfant? Madame, il faut bien qu'il sorte, murmura Françoise. Cela les fit rire. Mais elles étaient trop tristes. Elles se remirent à pleurer. Lorsque Jean les eut laissées à leur porte, il continua sa route à travers la plaine. La neige avait cessé. Le ciel était redevenu vif et clair, criblé d'étoiles. Un grand ciel de gelée, d'où tombait un jour bleu, d'une limpidité de cristal. Et la Beauce, à l'infini, se déroulait toute blanche, plate et immobile comme une mer de glace.
Pas un souffle ne venait de l'horizon lointain. Il n'entendait que la cadence de ses gros souliers sur le sol durci. C'était un calme profond, la paix souveraine du froid. Tout ce qu'il avait lu lui tournait dans la tête. Il ôta sa casquette pour se rafraîchir, souffrant derrière les oreilles, ayant besoin de ne plus penser à rien. L'idée de cette fille enceinte et de sa sœur le fatiguait aussi. Ses gros souliers sonnaient toujours. Une étoile filante se détacha, sillonna le ciel d'un vol de flammes, silencieuse. Là-bas, la ferme de la Borderie disparaissait, renflant à peine d'une légère bosse la nappe blanche. Et dès que Jean se fut engagé dans le sentier de traverse, il se rappela le champ qu'il avait ensemencé à cette place quelques jours plus tôt. Il regarda vers la gauche. Il le reconnut, sous le suaire qui le couvrait. La couche était mince, d'une légèreté et d'une pureté d'hermine, dessinant les arêtes des sillons, laissant deviner les membres engourdis de la terre, comme les semences devaient dormir. Quel bon repos dans ces flancs glacés, jusqu'au tiède matin, où le soleil du printemps les réveillerait à la vie. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc la fin de la première partie de La Terre d'Émile Zola. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez, puis une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!